Alors allons-y pour le cours, toujours concernant le chapitre 4, l'inéluctable évolution des génomes au sein des populations. Nous allons travailler aujourd'hui, en terminale SVT, spécialité SVT évidemment, la sélection. Alors sélection, c'est un terme qui est assez vaste, du point de vue évolutif, point de vue génome, sélection de génomes, de gènes, d'allèles, etc. Du point de vue de l'évolution, ce qui fait que les êtres vivants vont changer à mesure que l'évolution se fait. Bon. Maintenant, sélection, il y a différents types de sélection. Sélection naturelle, sélection différentielle, sélection sexuelle, etc. Aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en évidence à travers 3 exemples cette sélection qui met en œuvre un environnement, on va dire, un environnement dans lequel ces gènes vont se trouver impliqués. Alors, nous avons fait dans un autre cours allusion à la théorie, enfin, plutôt au modèle de Hardy, Hardy, ça n'a rien à voir avec Harry Potter ou quoi que ce soit, mais équilibre de Hardy-Weinberg. Alors, c'est quoi cet équilibre de Hardy-Weinberg? Alors, je vous ai fait 2 cours très complets, partie 1, partie 2, sur le modèle théorique de Hardy-Weinberg. Je vous invite à les consulter et surtout à vous armer de beaucoup de cerveau, parce que c'est surtout la partie, vous verrez laquelle, c'est assez compliqué, assez complexe, et puis c'est assez long parce que la première vidéo dure 1 heure, la deuxième dure une demi-heure. Il faut rester concentré pour bien comprendre, sinon c'est pas évident. J'en ai fait une autre également en moins de 5 minutes où je vous explique donc l'équilibre de Hardy-Weinberg, et là je vous rappelle simplement cet équilibre théorique avant d'aborder vraiment le cours concernant cette sélection en œuvre en relation avec l'environnement et nos exemples évidemment que nous allons prendre. Bon, tout ça, ça tourne un peu autour de quelque chose qui est assez compliqué et assez long à expliquer. Alors rappelons simplement que le modèle théorique de Hardy-Weinberg, qui est aussi appelé équilibre de Hardy-Weinberg, peut se formuler ainsi, de manière très simple. Dans une population isolée, d'effectifs infinis, dans cette population, donc dans laquelle les individus sont pareillement viables, c'est-à-dire peuvent vivre, et fertiles, donc peuvent se reproduire, ils ont recours à la reproduction sexuée sans préférence et à condition d'ignorer les mutations, les fréquences alléliques restent stables de génération en génération. Donc ces fréquences alléliques restent stables de génération en génération. Donc il s'agit là d'un modèle idéal théorique, parce que la réalité est loin d'être l'équivalent de cet équilibre de Hardy-Weinberg. Donc il s'agit juste d'un modèle idéal théorique. Pourquoi? Parce que les conditions requises pour obtenir cet équilibre de Hardy-Weinberg ne sont jamais parfaitement rencontrées dans la réalité. Donc si par exemple, imaginons au cours du temps, une variation de fréquence allélique est observée, comme nous allons le démontrer sur nos 3 exemples, cela signifie que au moins l'une des conditions du modèle ne serait pas respectée. Pourquoi? Parce que on dit que dans le modèle de Weinberg, les fréquences alléliques ne varient pas. Or là, si on arrive à démontrer que les fréquences alléliques varient, ça voudrait dire que l'équilibre de Hardy-Weinberg est rompu. C'est ça que ça voudrait dire. Donc ça veut dire que l'une de ces conditions, c'est-à-dire la variation de fréquence allélique, ne serait pas respectée. On pourrait alors en déduire l'impact évolutif de ce paramètre en dehors donc, de cet équilibre de Hardy-Weinberg. Bon, donc voilà. Alors maintenant, la sélection, dans ce chapitre 4, l'inéluctable évolution des génomes au sein des populations,
peut se résumer ainsi avant que l'on développe. Hein, si vous voulez vous contenter du résumé, ben c'est très bien. Si vous vous en sentez capable d'expliquer n'importe quel exemple, enfin de démontrer qu'à partir de n'importe quel exemple, vous pouvez aller à l'encontre de la théorie de Hardy-Weinberg, bon, ben, c'est très bien. Hein, maintenant, tout à l'heure, je vais vous développer de manière résumée, en fait, nos 3 exemples qui correspondent à des variations de fréquence allélique. Donc, dans les conditions de population réelle, donc qui ne sont pas à l'équilibre de Hardy-Weinberg, eh bien, différents facteurs peuvent empêcher d'atteindre cet équilibre théorique. Par exemple, l'existence de mutations. Donc, s'il y a des mutations, on n'est plus dans l'équilibre de Hardy-Weinberg, puisqu'on dit que dans l'équilibre de Hardy-Weinberg, il n'y a pas de mutation, ce qui est faux dans ce cas-là, apparemment. Le caractère favorable ou défavorable de cette mutation, donc soit impose un caractère évolutif ou impose un caractère qui n'est pas évolutif. Et donc, par exemple, les personnes qui possèdent tel ou tel gène pourraient disparaître ou au contraire proliférer. Ou trouver un équilibre avec d'autres caractères qui pourraient être mis en jeu. Donc on a dit ce qui va à l'encontre de l'équilibre de Hardy-Weinberg, c'est l'existence de mutations, le caractère favorable ou défavorable de cette mutation qui va avec, hein, évidemment, la taille limitée de la population, puisqu'on dit que dans l'équilibre, la population est infinie. Par exemple, on aurait dans ce cas-là l'effet de la dérive génétique. La dérive génétique se fait beaucoup plus rapidement lorsqu'il y a une faible population que lorsqu'il y a une grande population. Hein, donc c'est relativement facile à comprendre. Si une mutation intervient lorsque la mutation n'est pas très importante, eh bien, ça veut dire que cette mutation peut très très vite devenir la norme, devenir un caractère sauvage dans la population, c'est-à-dire un caractère qui est le plus représenté. Donc s'il y a des migrations, évidemment, s'il y a des apports extérieurs d'autres allèles en relation avec tel ou tel paramètre, bien entendu, l'équilibre de Hardy-Weinberg ne serait pas respecté entre guillemets, hein, mais il serait rompu. Et puis on peut également mettre en avant les préférences sexuelles. On dit que dans l'équilibre de Hardy-Weinberg, il n'y a pas d'équilibre sexuel. Il n'y a pas de préférence sexuelle. Ça veut dire qu'une personne peut choisir une autre personne, qu'elle soit moche, qu'elle soit belle, colorée, pas colorée, etc. Alors on pense là par exemple à des poissons, les femelles qui choisiraient des poissons les plus colorés. Et on pense aux guppies que l'on va étudier tout à l'heure. Alors les populations sont soumises à la sélection naturelle et à la dérive génétique en général. C'est comme ça que ça se passe. Donc sélection naturelle et à la dérive génétique. Donc à cause de l'instabilité de l'environnement biotique et abiotique, eh bien une différenciation génétique va se produire obligatoirement au cours du temps. Donc au cours de l'évolution, il y a toujours une adaptation qui se fait, toujours des sélections naturelles qui se font de manière permanente en fait. Donc cette différenciation peut conduire à limiter les échanges réguliers de gènes entre différentes populations. Alors, nous allons essayer donc de comprendre et d'identifier les facteurs éloignant ou nous éloignant de l'équilibre de Hardy-Weinberg, notamment l'appariement non aléatoire entre des individus de sexe différents, la sélection naturelle, sexuelle, différentielle également, la population finie. Par exemple, on pourrait très bien avoir le cas d'une dérive génétique si un certain gène prend la place, occupe toute la place, entre guillemets, dans une population au détriment d'autres gènes qui seraient moins avantageux. Et puis donc nous allons essayer d'extraire, d'organiser et d'exploiter des informations sur l'évolution de fréquences alléliques dans les populations. Alors notre objectif sera d'essayer de comprendre comment la sélection naturelle est à l'origine d'une modification de la fréquence des allèles au cours du temps. Voilà, nos 3 exemples seront définis un petit peu comme ça. Alors nous allons voir un premier exemple où nous verrons que la sélection naturelle a 2 composantes. D'abord la survie jusqu'à l'âge adulte et la reproduction ensuite, introduisant ainsi la notion de succès reproducteur. Donc ça à travers un exemple très, très simple, celui de certains papillons que l'on appelle les phalènes. Phalènes du bouleau, un bouleau sur lequel on mettra des lichens
pour raisonner. On verra comment tout à l'heure. Deuxième exemple sera celui des guppies, où là il y a un compromis entre la survie différentielle et la préférence sexuelle. Alors survie différentielle, ça veut dire qu'il y a, alors on en discutera tout à l'heure, mais on va introduire par exemple un prédateur. Et puis on va introduire également par exemple des femelles qui auront le choix entre un papillon terne et un papillon très clair. Pas un papillon, mais un guppy terne et un guppy terne et un guppy coloré. Donc il y aura à ce moment-là une différence un choix sexuel de la part de la femelle, mais en parallèle de ce choix sexuel, il y aura des prédateurs qui auront un choix également. Donc choisir entre un papillon sombre et un papillon... non, c'est pas les papillons, c'est les guppies. Choisir entre un guppy terne et un guppy coloré. Évidemment, les colorés sont plus vite repérés, donc sont plus vite mangés. D'autre part, les femelles vont s'accoupler, vont choisir les colorés, les guppies colorés. Donc vous voyez, il y a un compromis, il y aura une sélection que l'on appelle une sélection différentielle, en parallèle à une sélection qui correspond à une préférence sexuelle. Donc ça, c'est ce que l'on verra à travers les guppies. Et ensuite, troisième exemple, ce sera un exemple d'évolution d'une population sous l'effet de la sélection naturelle, à travers l'exemple de la punaise du savonnier, où des savonniers auront des fruits qui pourront être accessibles facilement par les punaises du savonnier, ou des fruits qui seront difficilement accessibles. Et là, on verra qu'on pourra avoir, en introduisant un autre savonnier par rapport à celui qui était déjà en place, nous verrons qu'il y aura tout doucement une dérive génétique qui va faire que on va avoir une sélection naturelle de certaines punaises du savonnier au détriment d'autres. Alors, donc voilà. Maintenant, il faut se lancer dans l'explication très simple. On a vu que l'équilibre, je le rappelle, parce que c'est important de bien le comprendre, aujourd'hui on travaille sur la sélection. On va essayer de comparer, on va essayer de montrer en fait que l'équilibre de Hardy-Weinberg, cet équilibre n'est pratiquement jamais atteint. Il y a toujours au moins un facteur qui va aller à l'encontre de cet équilibre. Donc, on rappelle que l'équilibre de Hardy-Weinberg postule que les individus d'une population sont pareillement viables et fertiles et qu'ils ont recours à la reproduction sexuée sans préférence. Dans la réalité, ces conditions sont rarement vérifiées car les populations sont soumises à des processus de sélection. Donc, on peut se poser le problème, comment la sélection peut-elle modifier la structure génétique d'une population? Alors, pas forcément la structure génétique dans sa globalité, mais au moins quelques gènes pourraient être prioritaires, enfin mis en avant en tout cas par rapport à d'autres qui vont tout doucement s'effacer. Alors, quel est tout d'abord l'effet de la sélection naturelle en expliquant avec un exemple très simple? Eh bien, imaginons, vous prenez un peuplier. Non, alors on ne va pas prendre un peuplier, on prend un bouleau. Alors le bouleau, l'écorce du bouleau, elle est plutôt blanche. Rajoutez sur cette écorce de bouleau un petit peu de lichen blanc. Voilà. Ensuite, venez mettre sur ce bouleau contenant des lichens blancs 10 papillons phalènes noirs. Donc on a du noir sur du fond blanc. Et mettez 10 papillons phalènes blancs sur un fond blanc. Voilà. Donc ça veut dire que si vous jetez un œil, vous vous tournez, faites 3 tours autour de vous, vous regardez le bouleau. Qu'est-ce que vous allez voir, à votre avis? Eh bien, la logique veut que vous allez percevoir rapidement les papillons sombres sur un fond clair. Et vous aurez du mal à distinguer les papillons blancs sur un fond blanc. Voilà. Tout simplement parce qu'il va y avoir un contraste lumineux entre les papillons noirs sur fond blanc et les papillons blancs sur fond blanc. Donc il y a en quelque sorte des papillons qui vont être plus accessibles à des oiseaux insectivores qui vont bien sûr manger ces papillons noirs en priorité parce qu'ils les voient, alors qu'ils voient mal les papillons blancs sur fond blanc. Donc là, vous imaginez que si au départ,
on a 100 papillons noirs sur fond blanc, et imaginons 5 papillons blancs sur fond blanc, les insectes vont manger les papillons noirs les uns après les autres, la population de papillons noirs va diminuer, tandis que la population de papillons blancs va augmenter du fait de la reproduction naturelle qui est favorisée, puisque les papillons blancs ne sont pas tués. Donc ils vont proliférer au détriment des papillons noirs. Donc, cette couleur sombre est due à un gène qui fait que certains papillons vont être noirs. Pourquoi? En général, c'est la production de mélanine qui rend sombre les choses. Par exemple, une peau noire, une peau claire, bon, c'est une histoire de mélanine. Bon. Eh bien, c'est un petit peu pareil ici. C'est que le gène qui est responsable de la couleur globale du papillon va être tout doucement éliminé. Donc la fréquence allélique de ce gène va diminuer, tandis que la fréquence allélique des gènes qui donnent le papillon blanc va augmenter. Donc on aura tout doucement, à partir d'une fréquence précise de l'un et de l'autre des papillons, donc des gènes dans ces papillons, il y aura tout doucement une dérive de ce gène en faveur du gène qui permettra au papillon de survivre. Autrement dit, là, on n'est plus dans l'équilibre de Hardy-Weinberg, puisqu'on a une dérive génétique. Alors, on n'a même pas, dans ces conditions-là, une mutation. C'est pas une mutation. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une mutation autrefois, puisque imaginons le gène d'origine donne une coloration sombre. Dans le temps, si on remonte en arrière, une mutation donne l'inactivation du gène qui donne la coloration sombre en faveur du gène qui donne une coloration blanche, parce qu'il n'y aurait pas de mélanine, admettons. Donc ça veut dire qu'autrefois, il y a eu une mutation, mais aujourd'hui, et sur les générations à venir des papillons, il y a bien une dérive génétique en faveur de l'allèle qui restera, en fait, qui va se multiplier, dont la fréquence va se multiplier dans la population. Donc ça, on parle bien là de sélection naturelle. Voilà. L'environnement, un arbre sur fond blanc, parce qu'il y a l'écorce blanche plus des lichens blancs, eh bien ça c'est l'environnement. L'environnement, c'est aussi le papillon, pas le papillon, mais l'oiseau qui va venir manger les phalènes noires et laisser les phalènes blanches. Voilà. Alors après, si on fait le contraire, on prend un bouleau ou un autre arbre à fond sombre, et si on fait le même raisonnement, parce qu'imaginons que dans cet environnement avec un bouleau blanc avec des lichens blancs, imaginons que ce bouleau, dans le temps, il disparaisse pour laisser la place à des arbres qui auront des lichens, par exemple, sombres. Dans ces conditions-là, s'il reste quelques papillons sombres, eh bien, ils vont pouvoir être favorisés au détriment de papillons qui seraient blancs sur un fond noir et qui, eux, seraient mangés par un oiseau insectivore. Donc vous voyez, selon les conditions de l'environnement, on peut avoir une dérive génétique, donc une sélection naturelle qui va modifier l'équilibre de Hardy-Weinberg. Alors, donc, dans un environnement donné, une mutation peut s'avérer favorable, c'est-à-dire qu'elle augmente le succès reproducteur des individus qui en héritent, ce que l'on a vu pour les papillons blancs sur un fond blanc. Et donc leur survie et leur fécondité sont améliorées et le nombre de descendants survivants à la génération suivante est supérieur à celui des individus n'ayant pas hérité de cet allèle favorable. Donc au cours du temps, et si l'environnement ne change pas, eh bien un allèle favorable tend à se répandre dans la population, tandis que les allèles défavorables vont se raréfier, et on est bien là dans le cas d'une sélection naturelle. Donc voilà, par rapport à l'équilibre de Hardy-Weinberg, eh bien
à cause de la sélection naturelle par dérive génétique, eh bien, la fréquence allélique a été modifiée. Elle n'est plus constante, donc on n'est plus dans l'équilibre de Hardy-Weinberg. Donc ça, c'était notre premier exemple. Deuxième exemple, il va y avoir un compromis entre la survie différentielle et la préférence sexuelle. Alors globalement, ça veut dire quoi? On prend des guppies. Les guppies colorés, donc les mâles colorés, sont préférés par rapport aux mâles ternes. Ça veut dire qu'on a une femelle qui préfère s'accoupler avec un mâle coloré plutôt que de s'accoupler avec un mâle qui n'est pas très coloré, donc qui est terne. Donc si on observe dans la population ce qui se passe, on introduit, par exemple, imaginons une centaine de guppies colorées, une centaine de guppies ternes, et puis on met des femelles. Donc la reproduction va se faire en faveur de la femelle qui va vers le guppy coloré. Donc ça veut dire que le nombre de guppies colorés va augmenter. Donc le poisson en lui-même, le nombre de poissons va augmenter, coloré évidemment, hein, et le nombre de poissons ternes va diminuer. Mais si on raisonne par rapport aux gènes qui donnent la couleur, aux gènes seuls ou à l'ensemble de gènes qui donnent la couleur colorée au poisson, eh bien ça veut dire qu'il y a une dérive génétique en faveur des gènes qui vont donner une coloration importante au poisson. Donc indirectement, on a une fréquence allélique qui va être augmentée. Fréquence allélique du gène qui permet la coloration du poisson. Et la dérive génétique se fait aussi en défaveur des poissons ternes, du gène donnant au poisson une coloration terne. Donc vous voyez, lorsqu'il y a une sélection sexuelle dans un environnement spécial où l'on trouve des poissons colorés et des poissons sombres, eh bien on a bien cette dérive génétique, donc allélique, qui impose une fréquence allélique qui augmente en faveur des poissons colorés et qui diminue en défaveur des poissons ternes. Donc ça, c'est une première chose. La sélection sexuelle intervient dans la dérive génétique pour modifier les fréquences alléliques et par conséquent, on est déjà dans le déséquilibre du modèle de Hardy-Weinberg. Ça, c'est une preuve que l'équilibre n'est pas respecté dans ce cas-là. Et n'existe pas, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il est modulé, en tout cas. Maintenant, introduisons un prédateur des guppies. Et comme nous l'avons vu pour les phalènes du bouleau tout à l'heure, donc où les blancs, les papillons blancs sur fond blanc étaient favorisés par rapport aux papillons sombres sur fond blanc, à cause du prédateur. Vous voyez, il y avait déjà le prédateur à l'époque, lorsque je vous en ai parlé, il y avait un prédateur, c'était l'oiseau insectivore. Et bien là, on a un prédateur qui va préférer les poissons colorés. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui apparaissent en priorité. Donc, on met des prédateurs dans cet environnement-là, le même que tout à l'heure. On avait mis 100 guppies colorées, 100 guppies ternes, puis on met des femelles. On avait vu que le nombre de guppies colorées augmentait, donc la fréquence allélique des guppies colorées, donc au sein des guppies colorées, augmentait. Mais si on met un prédateur, on comprend bien que, premièrement, le nombre de poissons guppies colorés va diminuer, parce que les prédateurs vont en manger, et donc par conséquent que la fréquence allélique des guppies colorées va diminuer, donc la fréquence allélique des gènes qui donnent la coloration, ou de l'allèle en tout cas qui donne la coloration, va diminuer. En faveur, peut-être, du nombre de guppies non colorées, donc ternes, qui va plutôt augmenter,
puisque les prédateurs ne vont pas les manger. Donc ça veut dire que la fréquence allélique qui donne donc des poissons ternes qui donneraient une couleur terne va augmenter. Donc cette fois-ci, c'est en faveur de l'augmentation du nombre de guppies ternes et en défaveur du nombre de guppies à coloration vive, on va dire. Donc vous voyez, selon que dans l'environnement il y a des prédateurs ou pas de prédateurs, eh bien on joue sur la sélection. Tout à l'heure on a dit une sélection qui est mise en œuvre, donc soit sur la sélection sexuelle, soit sur la sélection différentielle. Différentielle dans le sens où les prédateurs vont avoir un choix différent entre les guppies colorées et les guppies non colorées. Ils vont choisir les colorés, donc c'est une différence, c'est un choix différentiel. Tandis que les femelles vont préférer les guppies colorées par rapport aux guppies ternes, c'est un choix différentiel mais sexuel en parallèle. Donc là vous avez compris qu'on avait un compromis entre la survie différentielle et la préférence sexuelle qui allait ou non en faveur des allèles correspondants. Bon, je pense que vous avez compris, hein, c'est facile à comprendre. Maintenant, si vous avez compris ce mécanisme, on va faire un petit peu la même chose avec des arbres qu'on appelle les savonniers, avec un prédateur, on va dire, la punaise du savonnier. Donc on va voir qu'il y a qu'une sélection modifie la structure génétique des populations. Donc là, ça veut dire que on avait un gène, tout à l'heure on avait des gènes dont la fréquence était modifiée. Là, on va voir que des gènes également vont donner une structure au prédateur, donc la punaise, qui va faire qu'elle va mieux s'adapter, cette structure, au savonnier qui sera mis en place, parce qu'il y a plusieurs espèces de savonniers, plusieurs sortes de savonniers. Et on va voir qu'en relation avec pouvoir attraper une graine ou non, va faire qu'on va avoir une variation du rostre de la punaise, que si la graine est loin, le rostre loin, enfin le grand rostre sera favorisé, mais si la graine est proche, un rostre petit sera favorisé. Et on va voir qu'il va y avoir une dérive de l'un vers l'autre. Alors imaginons, vous prenez un savonnier. Il y a des fruits. Donc des fruits qui sont, on va dire, sphériques, et au milieu, il y a des graines. Et vous mettez sur cette sphère une punaise, avec un rostre assez long qui va atteindre la graine et qui va manger une partie de la graine. Et le fait de manger une partie de la graine, ça favorise la maturation des ovules de la femelle punaise du savonnier. Donc, voilà. Donc, on a la punaise du savonnier, un rostre assez long pour attraper les graines, maturation sexuelle, maturation des ovules. Donc, succès reproducteur, avantage reproducteur en tout cas. Maintenant, imaginons que l'on introduise, et c'est ce qui a été fait en 1920, on introduit un savonnier qui venait d'Asie, qui a supplanté tout doucement, alors c'était en Floride, hein, donc qui a supplanté tout doucement le savonnier qui était déjà en place. Donc il y a eu un envahissement en quelque sorte du savonnier déjà en place par un savonnier nouveau. Or, ce savonnier nouveau, il possède des fruits qui sont plats. Et à l'intérieur, il y a des graines. Donc, si vous prenez donc, ce fruit qui est plat, vous mettez une punaise avec un grand rostre, eh bien, ce grand rostre ne va pas réussir à atteindre la graine, parce qu'il est trop grand. Donc, on ne va pas avoir de maturation d'ovules de la punaise du savonnier qui va avoir tendance à disparaître. Si par hasard une mutation favorable fait que on a introduction ou présence
de punaises du savonnier qui ont un petit rostre. Elles vont atteindre les graines qui ne sont pas très loin. Donc, la maturation des ovules va pouvoir se faire dans la punaise du savonnier, et donc avantage reproducteur et succès reproducteur. Et donc, il y aura des petits punaises du savonnier qui vont grandir pour donner des punaises du savonnier qui, génétiquement, vont faire que le rostre va être plus petit et donc les graines vont pouvoir être atteintes. Par contre, s'il reste des savonniers avec des fruits sphériques, les petits rostres ne pourront pas atteindre les graines. Mais comme le savonnier introduit a supplanté tout doucement le savonnier qui était déjà en place, eh bien on a un avantage sélectif qui s'est mis en place concernant le gène qui permettait de former des rostres petits. Donc là, vous comprenez que on a eu à partir d'un gène qui codait pour la longueur du rostre, donc un grand rostre ou un petit rostre, eh bien ce gène a eu une dérive, il y a eu une dérive génétique qui s'est faite au cours du temps, de génération en génération, à la faveur des rostres qui étaient plus petits, et donc de succès reproducteur des punaises qui avaient un petit rostre, et donc augmentation de la fréquence allélique, donc des gènes qui donnaient un petit rostre. Donc vous voyez, on a également une espèce de dérive génétique en faveur des punaises qui se sont adaptées à l'environnement, c'est-à-dire des fruits ronds supplantés par des fruits petits, et donc on est passé des punaises à grand rostre à des punaises à petit rostre. Oui, je sais, je répète tout le temps la même chose, mais c'est comme ça. L'éducation, c'est quelque chose qui se fait de manière spiralaire. Je vois bien dans votre esprit que vous vous posez la question, il radote, mais non, je ne radote pas. C'est-à-dire que j'introduis des éléments les uns après les autres. Spiralaire, il faut penser à ça. Donc voilà, à travers nos trois exemples, voilà, tout ça, ça se passait en Floride, et donc on a eu une dérive génétique. Alors, voilà, c'est un petit peu pareil, chaque fois qu'on a une plante envahissante ou une plante qui supplante les autres, on a une transformation. À la limite, on a une transformation globale de l'environnement, à mesure que le temps passe. Si on prend la Terre comme elle était il y a 4 milliards d'années et comme on la prend maintenant, on n'a que des évolutions. Voilà, que des évolutions qui conduisent à quelque chose de buissonnant au niveau de phylogénétique, en fait, qui donne à la fois les trois grands domaines dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Donc les eucaryotes, les prokaryotes, et puis les archées, avec Lucas au centre de tout ça. Et tout ça, autrement, donc on a quelque chose de buissonnant. Et donc nos punaises font partie de ce buisson, tout comme les phalènes faisaient partie de ce buisson, et tout comme nos petits poissons tout à l'heure, donc nos guppies, de toute façon, on en a parlé, on ne va pas en reparler pendant 3 heures. Alors, donc il est temps de faire une conclusion maintenant. Donc, on a vu, alors, si on revoit un petit peu notre objectif, est-ce qu'on a bien atteint notre objectif? Alors, évidemment, j'ai toujours un problème avec mon document qui ne répond pas. Alors, juste 30 secondes, ça vous permet de prendre un petit café. Vous mettez sur pause, vous prenez un café, vous revenez. Alors, on y va. C'est agaçant quand le matériel ne suit pas. Alors tout à l'heure, donc je vous ai dit que notre objectif, c'était d'essayer d'étudier comment la sélection naturelle était à l'origine d'une modification de la fréquence des allèles au cours du temps. Donc on a pris 3 exemples. On a pris l'exemple des phalènes, où la sélection naturelle avait 2 composantes, donc la survie jusqu'à l'âge adulte, dont nous n'avons pas parlé. Bon. Mais on imagine les papillons, les chenilles qui grandissent, etc. Alors on ne connaît pas la couleur des chenilles, enfin du coup, si on ne connaît pas la couleur des chenilles, on ne peut pas savoir si les chenilles étaient blanches ou sombres, ou si elles avaient une autre couleur. Ce qui fait que les oiseaux insectivores auraient pu
manger en priorité les punaises, pas les punaises, les papillons qui allaient donner une couleur claire, ou manger peut-être les chenilles sombres qui allaient donner un papillon sombre. Ça, bon, c'est pas décrit, enfin, je vous en ai pas parlé en tout cas, mais on peut l'imaginer. Donc ça, c'était l'exemple des papillons. Deuxième exemple, il y avait un compromis entre la survie différentielle et préférentielle sexuelle à travers l'exemple des guppies. Et troisième exemple, on a vu qu'il y avait une évolution d'une population sous l'effet de la sélection naturelle, et ça concernait la punaise du savonnier. Alors reprenons le cas des guppies. Dans le cas des guppies, pour résumer, j'ai déjà dit les choses, mais je répète encore, c'est bon de répéter encore pour bien affirmer les connaissances. Donc ce modèle des guppies montre que la fréquence des allèles varie au cours du temps. C'est là un écart à la théorie de Hardy-Weinberg. Et cette variation est liée à la fois à des préférences sexuelles, c'est-à-dire que les poissons colorés se reproduisent davantage que les poissons non colorés, et puis c'est dû également à une survie différentielle en présence de prédateurs, c'est-à-dire que les poissons ternes survivent mieux que les poissons colorés. Donc c'est le contraire par rapport à la sélection sexuelle. Donc ça, c'était pour les guppies. Ensuite, dans le cas de la punaise du savonnier, on observait que les rostres des individus deviennent globalement plus courts, et ceci à partir de l'année 1920 à peu près. Donc peu après l'introduction du savonnier élégante, enfin du nouveau savonnier en fait, en Floride. Ce caractère étant héréditaire, eh bien cette variation traduit donc une variation de la fréquence allélique au cours du temps, et donc un écart à l'équilibre de la théorie, enfin, du modèle de Hardy-Weinberg. Donc les punaises qui vivent sur les fruits de lianes ballons, donc le savonnier qui était déjà en place et qui ont des fruits renflés, eh bien ces punaises ont un rostre généralement plus long que celui des punaises qui vivent sur les fruits du savonnier élégant, plus fin, donc celui qui avait été introduit en fait. Donc on observe qu'il y a une adaptation de la taille du rostre à la taille du fruit sous l'effet de la sélection naturelle. La production d'un rostre long est coûteux. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution de la survie. Mais les punaises à rostre court sont désavantagées sur un fruit renflé car les femelles ne peuvent plus ou ne peuvent pas accéder aux graines, ce qui diminue leurs chances de reproduction. Sur un fruit plat, les punaises à rostre court sont favorisées car elles n'ont pas supporté le coût élevé de la production d'un rostre long et peuvent tout de même accéder à la ressource qui maximise leur reproduction. Le déplacement de caractère observé peut s'expliquer par l'introduction d'un savonnier élégant, donc un nouveau savonnier qui a été implanté, avec des fruits plats, c'est-à-dire qu'alors les punaises à rostre court ont eu un succès reproducteur supérieur aux punaises par rapport aux punaises qui avaient un rostre long. La fréquence des allèles à l'origine des rostres courts augmente alors dans la population, ce qui contribue à son adaptation, et on voit là donc qu'il y a un gros écart par rapport à l'équilibre, par rapport au modèle de Hardy-Weinberg. Ainsi, on peut résumer que le fait qu'on observe une variation de la fréquence des allèles au cours du temps, donc dans nos trois exemples en fait, ce qui montre qu'il y a eu un écart à l'équilibre de Hardy-Weinberg, et ces écarts s'expliquent soit par des préférences sexuelles, par exemple la couleur chez les guppies, admettons, donc préférences sexuelles. Ces écarts s'expliquent donc par des préférences sexuelles, ou alors par une influence de l'environnement où il pouvait y avoir dans ce cas-là des prédateurs, ou par exemple la taille d'un fruit. Donc là on n'est plus dans le choix sexuel, mais dans une influence de l'environnement. La fréquence des allèles qui apportent un succès reproducteur plus important à leur porteur, c'est-à-dire concernant la survie et ou la reproduction, va bien entendu augmenter dans la population, ce qui va contribuer à l'augmentation et à l'adaptation de la population à son milieu. Ce succès va dépendre bien sûr de l'environnement, c'est-à-dire que tout changement dans l'environnement, donc c'est-à-dire accès à la ressource ou prédateur, ou prédateur en tout cas, va modifier le caractère avantageux ou non d'un allèle,
et le sens dans lequel la variation de la fréquence du caractère a lieu au cours du temps. Bon, voilà, donc nous avons répondu à notre problématique. Notre problématique, donc, c'était comment la sélection modifie-t-elle la structure génétique d'une population. On a parlé du modèle de Harry Weinberg. On a vu que ce modèle, eh bien, il n'est pas adapté aux situations qui se passent sur notre planète Terre. Et donc, ça peut servir de référence pour faire des comparaisons. En fait, comparaisons les unes par rapport aux autres. Donc, mutation, sélection naturelle, etc., etc. Bon, j'espère que vous avez suivi. Bien sûr que vous avez suivi. Maintenant, le cours, je vous avais dit, hein, ça part un peu dans tous les sens, dans le sens où il y a beaucoup de choses à dire. Le cours est terminé. Merci. La petite photo finale.